Antoine Dubois s'éveille en hurlant. À 3h33 du matin, il pleure. Le même cauchemar. Pour la 87e nuit consécutive. Dedans, une femme meurt dans ses bras, sous des décombres. Une femme qu'il n'a jamais vue dans la réalité, mais dont il pourrait dessiner le visage les yeux fermés, dont il sent le contact sur sa peau, dont il entend parfaitement les dernières paroles, en un vieux français. Antoinette, tu es arrivée trop tard. Cette nuit sera différente. Parce qu'à 23h, il croisera ce visage pour la première fois en 275 ans. Et ce ne sera pas dans un rêve. Antoine est le PDG du groupe immobilier Duval. 38 ans. Célibataire. Réussi. Une apparence impeccable. Un contrôle absolu sur chaque aspect de sa vie, sauf son sommeil. Depuis 3 mois, chaque nuit, à 3h33, il se réveille de la même manière, en sueur, en larmes, en appelant un nom qu'il ne reconnaît pas consciemment. Hélène. Hélène de Valois. Il a déjà consulté 2 neurologues. Ils ont fait des IRM, des scanners, des analyses sanguines. Tout est normal. Le 3e médecin, un psychiatre nommé Dr Émile Lambert, a suggéré une approche différente, une régression hypnotique. Antoine, un homme de raison et de chiffres, a ri, mais il a accepté. Parce que l'insomnie détruit sa productivité. Parce que ses rêves deviennent de plus en plus vivides. Parce que, pour la première fois de sa vie, Antoine Dubois a peur. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleurant, sans savoir pourquoi? Avez-vous déjà eu l'impression qu'un rêve n'était pas simplement un rêve, mais le souvenir de quelque chose que vous avez vécu, mais que vous ne devriez pas vous rappeler? Antoine est sur le point de découvrir que ces cauchemars ne sont pas une invention de son esprit, ce sont des échos d'il y a 275 ans, d'une vie qu'il a vécue, d'un amour qu'il a perdu, et d'une promesse qu'une femme a faite en mourant dans ses bras. Je te retrouverai dans chaque vie, peu importe qui tu es. C'est jeudi, 23h. L'immeuble de bureau est presque vide. Antoine est au 23e étage, dans son bureau principal. Il vient de terminer une réunion avec des investisseurs japonais par téléconférence. Maintenant, il révise des contrats. Travailler tard est devenu une routine. Il évite de dormir. Plus il se couche tard, moins il passe de temps piégé dans ce cauchemar. Il boit un café noir. Beaucoup de café noir. Il regarde sa montre. 23h15. Il reste encore 3h18 avant que le cauchemar ne recommence. Avant de se réveiller en pleurant, avant de revoir ce visage, cette femme, ses yeux marrons, suppliant à l'aide alors que la vie s'échappe. Léa Moreau termine de nettoyer le 15e étage. 28 ans. Mère célibataire d'un petit garçon de 5 ans. Elle travaille de 22h à 6h du matin pour l'entreprise de nettoyage qui fournit des services à l'immeuble de bureau. Elle n'a jamais vu le propriétaire de l'immeuble. Antoine Dubois, le PDG milliardaire dont le visage apparaît dans les magazines économiques. Pour elle, il n'est qu'un nom. Quelqu'un qui vit dans un monde complètement différent du sien. Elle porte un uniforme bleu marine. Elle gagne le salaire minimum. Elle vit dans un studio avec son fils. Ce travail est tout ce qu'elle a. Elle ne peut pas le perdre. Alors que Léa pousse son chariot de nettoyage vers l'ascenseur, quelque chose d'étrange se produit, une sensation. Comme si quelqu'un l'attendait. Elle s'arrête, regarde autour d'elle. Le couloir est vide. L'éclairage de secours crée de longues ombres. Elle secoue la tête, la fatigue. C'est tout. Elle entre dans l'ascenseur. Appuie sur le bouton du 23e étage. C'est le dernier. Après, elle pourra rentrer chez elle, voir son fils dormir. Dormir 3 heures avant que le réveil ne sonne. Et qu'elle doive se traîner à son 2e emploi, comme caissière dans un supermarché. De 9h à 15h, c'est sa vie. Une fatigue constante. 2 emplois. Pas de jours de repos. Mais ça en vaut la peine. Pour son fils. Pour un avenir meilleur. Antoine décide de partir. Il est déjà plus de 23h. Demain. Il y a une réunion du conseil d'administration à 7h du matin. Il a besoin d'au moins 2 heures de sommeil avant le cauchemar. Il prend sa veste, sa serviette en cuir italienne, son téléphone portable.
marche vers l'ascenseur, appuie sur le bouton, regarde sa montre suisse, 23h23. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Il entre et se fige. Il y a une femme dans l'ascenseur. Un uniforme bleu marine de femme de ménage, les cheveux châtains attachés en queue de cheval. Elle regarde le sol, fatiguée. Lorsqu'elle entend quelqu'un entrer, elle lève les yeux, et ses yeux croisent les siens. Antoine sent comme si quelqu'un lui avait donné un coup de pied dans la poitrine. Il ne peut pas respirer. Le monde disparaît. La seule chose qui existe, ce sont ses yeux. Des yeux marrons avec de petites taches dorées. Des yeux qu'il voit chaque nuit depuis 3 mois. Des yeux qui le regardent alors que la vie s'en va. Les yeux de la femme qui meurt dans ses bras, chaque nuit à 3h33 du matin. C'est elle. Exactement elle. Le visage, la forme des sourcils, la petite cicatrice presque invisible sur le sourcil gauche, la courbe des lèvres, les yeux, surtout les yeux. Comment est-ce possible? Comment est-il possible que la femme de son cauchemar soit ici, réelle, vivante, à 1 mètre de lui? Léa voit l'homme se figer. Il est pâle, la regardant comme s'il avait vu un fantôme. Elle reconnaît son visage sur les photos. Antoine Dubois, le propriétaire, le PDG, le milliardaire. Pourquoi la regarde-t-il ainsi? Elle vérifie rapidement son uniforme. Il est propre. Elle n'a rien renversé. Pourquoi cet homme tremble-t-il? Pourquoi des larmes montent-elles à ses yeux? Antoine essaie de parler. Sa bouche s'ouvre, mais aucun son ne sort. Léa ne comprend pas. Elle a peur. Aurait-elle fait quelque chose de mal? Va-t-elle être licenciée? Elle a besoin de ce travail. Elle en a besoin. Les portes de l'ascenseur commencent à se fermer. Antoine est toujours immobile, la fixant. Il ne peut pas détourner le regard. Léa murmure, nerveuse. « Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi si j'ai fait quelque chose de mal. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. » Les portes se referment complètement. L'ascenseur descend. Antoine reste seul dans le couloir, les mains tremblantes, le cœur battant la chamade. Il vient de voir la femme de son cauchemar, réelle, vivante, travaillant dans son immeuble. Comment est-ce possible? Il s'appuie contre le mur, respire profondément, essaie de se calmer. Il doit avoir des hallucinations, la fatigue, le manque de sommeil. Il devient fou. Ça doit être ça. Parce que l'alternative est impossible. L'alternative est que ces cauchemars ne sont pas des cauchemars. L'alternative est que cette femme, ses yeux, cette mort, tout cela s'est vraiment passé dans une autre vie, il y a 275 ans. Léa arrive au rez-de-chaussée, sort de l'ascenseur, les jambes flageolantes. Que vient-il de se passer? Pourquoi le PDG de l'immeuble l'a-t-il regardée comme s'il la connaissait? Comme s'il avait vu un fantôme. Elle secoue la tête. Peu importe. Les gens riches sont bizarres. Elle termine son service, rentre chez elle. Mais pendant le trajet en bus, à 6h du matin, elle n'arrive pas à chasser ce regard de sa tête, ce regard de reconnaissance, de douleur, de nostalgie, comme s'il la connaissait depuis très longtemps, comme s'il l'avait perdue, et enfin retrouvée. Antoine ne dort pas cette nuit-là. Il n'essaie même pas. Il reste assis dans le fauteuil de son appartement, avec vue sur tout Paris. Regardant la ville illuminée à travers les baies vitrées, il repasse la scène de l'ascenseur. Ses yeux, son visage, c'est identique, absolument identique. À 7h du matin, il appelle le docteur Lambert. « Émile, j'ai besoin d'une séance urgente. Aujourd'hui, maintenant, n'importe quel créneau que vous avez. » Le psychiatre perçoit le désespoir dans sa voix. Il fixe un rendez-vous pour 10h. À la clinique, Antoine raconte tout. « J'ai vu la femme du cauchemar. Elle est réelle. Elle travaille dans mon immeuble. C'est une employée de ménage. Je l'ai vue dans l'ascenseur et j'ai failli m'évanouir. Docteur, est-ce que je deviens fou? » Le docteur. Lambert note tout. Puis il dit,
Antoine, je vais vous proposer quelque chose. Nous allons faire la régression hypnotique aujourd'hui, maintenant. Vous êtes dans un état mental parfait pour ça. Défense basse, esprit ouvert par le choc. Nous allons découvrir une bonne fois pour toutes d'où vient ce rêve. Antoine accepte. Le docteur Lambert prépare un enregistreur. Important de documenter. Il allonge Antoine sur le divan. Lumière tamisée. Voix calme et rythmique, conduisant le patient vers un état altéré de conscience. Respirez profondément. Relâchez-vous. Je vais compter de 10 à 0. À chaque chiffre, vous allez plus profond. 10, 9, 8, 7. Vous êtes en sécurité. 6, 5. De plus en plus détendu. 4, 3, 2, 1, 0. Maintenant, Antoine, je vais vous demander de revenir. Revenir à l'origine de ce rêve. Au moment où tout a commencé. Laissez votre esprit voyager. Ne forcez pas. Observez simplement ce qui apparaît. Antoine, sous hypnose. Reste silencieux pendant 30 secondes. Puis il commence à parler. Mais pas avec sa voix normale. La voix est différente. Plus jeune. Avec un accent. Italien. Je m'appelle Antoine Vetraro. J'ai 28 ans. Je suis verrier, fabricant de verre. Je travaille via Dei Servi, à Florence. Nous sommes en 1750. Je fais des verres, des carafes, des miroirs et des colliers. Des colliers de verre vénitiens pour les nobles. Le docteur Lambert sent un frisson lui parcourir l'échine. Il continue. Et cette femme du rêve, qui est-elle? Antoine, ou plutôt Antoine Vetraro de 1750, répond Hélène, la comtesse Hélène de Valois. Je la connais depuis qu'elle a 15 ans. Elle venait souvent à mon atelier avec sa mère. Elle achetait des cadeaux en verre. Elle a toujours été gentille avec moi, différente des autres nobles. Elle me voyait, me traitait comme une personne, pas comme un serviteur. Quand elle a eu 20 ans, j'étais déjà éperdument amoureux, et elle de moi. Amour interdit, comtesse et artisan, impossible, mais réel. Continuez, dit le docteur Lambert, l'enregistreur capturant chaque mot. Nous nous rencontrions en secret, la nuit, dans l'atelier. Elle descendait les escaliers de pierre du manoir, traversait les ruelles étroites, une capuche cachant son visage. Elle frappait à la porte 3 fois. J'ouvrais. Nous passions des heures à parler. Elle me racontait les livres qu'elle lisait. Je lui montrais comment je soufflais le verre en fusion en forme délicate. Nous faisions des plans impossibles. Un jour, je ferais fortune. J'ouvrirais un atelier à Venise. Elle s'enfuirait avec moi. Nous nous marierions loin de Florence, loin des regards jugeurs de la noblesse. Nous étions jeunes, naïfs. Nous pensions que l'amour suffisait. Et que s'est-il passé? Demande le docteur Lambert. La voix d'Antoine se brise, même sous hypnose. Des larmes coulent. Tremblement de terre. 18 février 1751, à 3h33 de l'après-midi. J'étais dans l'atelier. J'ai senti le sol trembler. J'ai entendu des cris. Les murs ont commencé à se fissurer. Je suis sorti en courant. Florence s'effondrait. Des bâtiments tombaient. Des gens couraient. Des cris partout. Je ne pouvais penser qu'à une chose. Hélène. Elle était au manoir. J'ai couru. Couru plus vite que jamais. Quand je suis arrivé, le manoir des Valois était en ruine. La moitié du toit s'était effondrée. Je suis entré dans les décombres. J'ai crié son nom. « Hélène, Hélène, s'il te plaît. Réponds. » Antoine, sous hypnose, est en sanglots maintenant. Le docteur Lambert envisage de le réveiller, mais il doit entendre. Que s'est-il passé ensuite? Je l'ai trouvé, sous une poutre en bois, la moitié du corps écrasé, du sang partout. Elle était encore vivante, à peine, les yeux ouverts. Elle m'a vu. Elle a murmuré « Antoine, tu m'as trouvé. Trop tard. Mais tu m'as trouvé. » J'ai essayé de soulever la poutre. Je n'ai pas pu. C'était trop lourd. J'ai demandé de l'aide.
Personne n'est venu. Tout le monde fuyait ou cherchait ses propres proches. J'ai tenu sa main. Hélène, tiens bon, je vais te sortir de là. Nous allons nous enfuir. Venise. Tu te souviens? Nous irons à Venise. Elle a souri. Un sourire faible, plein de sang. Antoine, dans chaque vie, je te trouverai. Peu importe qui tu es, je te trouverai. Et puis, elle a fermé les yeux, et elle est morte dans mes bras. Le cabinet reste silencieux. Seuls les sanglots d'Antoine sous hypnose. Le docteur Lambert déglutit difficilement. Et vous, Antoine Vétraro, qu'est-il advenu de vous? Je suis resté 3 jours, assis à côté de son corps, sans manger, sans boire, sans dormir, en tenant juste sa main froide. Le 3e jour, mon cœur s'est arrêté. Je suis mort de chagrin. Ils nous ont enterrés ensemble. Elle l'avait demandé dans une lettre qu'elle avait écrite avant de mourir. Elle a laissé des instructions. S'il m'arrive quelque chose, enterrez-moi avec Antoine Vétraro, le verrier, parce que je l'aime. Et je veux être à ses côtés dans la mort, puisque je n'ai pas pu l'être dans la vie. Le docteur Lambert réveille Antoine lentement. Compte à rebours. De 0 à 10. Quand il arrive à 10, Antoine ouvre les yeux, regarde autour de lui, confus, sent son visage mouillé, passe sa main, des larmes. Pourquoi est-ce que je pleure? Qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur Lambert montre l'enregistreur. Vous avez parlé pendant 40 minutes. Vous avez raconté toute l'histoire. Florence, 1750. Vous étiez Antoine Vétraro. Elle était Hélène de Valois. Vous êtes mort dans le tremblement de terre. La dernière chose qu'elle a dite était qu'elle vous retrouverait dans chaque vie. Ah, Antoine est paralysé. C'est de la folie. La réincarnation n'existe pas. La vie passée n'existe pas. Je n'y crois pas. Le docteur Lambert répond calmement. Moi non plus. Mais je vais faire des recherches. Nous allons vérifier les faits. Vous avez mentionné des noms, des dates, des lieux spécifiques. Via Dei Servi, cathédrale de Florence. Tremblement de terre du 18 février 1751 à 3h33 de l'après-midi. Si vous avez tout inventé, ces détails seront faux. Si vous n'avez pas inventé, ils seront corrects. Nous nous revoyons dans une semaine. D'ici là, vous allez retourner à l'immeuble. Vous allez trouver cette femme. Vous allez lui parler. Parce que si la moitié de ce que vous avez dit sous hypnose est vrai, elle n'est pas juste une employée de ménage. C'est votre âme sœur, de 275 ans en arrière. Antoine sort du cabinet abasourdi. Il prend un taxi pour retourner au bureau. Il est déjà plus de 3 heures de l'après-midi. L'immeuble est rempli d'employés. Il va directement aux ressources humaines. Je veux la liste complète des employés de l'entreprise de nettoyage externalisé, avec photo. Maintenant. La responsable des RH trouve la demande étrange, mais obéit. En 15 minutes, elle remet un dossier avec des fiches. Antoine feuillette. 2e page. La voilà. Photo d'identité. Léa Moreau. 28 ans. Équipe de nuit. De 22h à 6h du matin. 6 jours par semaine. Adresse. Numéro d'urgence. Écrit à la hâte sur un post-it jaune. Antoine fixe la photo. Le même visage. Les mêmes yeux. La même femme qui est morte dans ses bras à Florence. La même femme qui avait promis de le retrouver à chaque vie. Elle a tenu sa promesse. Elle est là. Réelle. Vivante. Astiquant les sols. Tandis que lui, qui était un pauvre artisan, est maintenant un PDG milliardaire. Les rôles se sont inversés. Mais les âmes sont les mêmes. Antoine ressent quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Peut-être jamais ressenti dans cette vie. L'espoir. L'espoir qu'il ne soit pas fou. L'espoir que l'amour puisse réellement transcender la mort, le temps, les vies. Il a besoin de la revoir. Il a besoin de lui parler. Mais comment? Comment l'aborder sans l'effrayer? Comment dire « Bonjour, je crois que vous êtes la réincarnation d'une comtesse italienne qui est morte dans mes bras il y a 275 ans et je vous aime depuis. » Elle va penser qu'il est cinglé. Ou pire,
qu'il utilise sa position de pouvoir pour la harceler. Il a besoin d'un plan. Il doit y aller doucement, gagner sa confiance, montrer des preuves, sans la presser, sans l'effrayer. Si cette histoire vous touche, si vous sentez que certaines connexions ne peuvent être expliquées par la logique, si vous avez déjà regardé quelqu'un et senti que vous le connaissiez depuis beaucoup plus longtemps que vous ne le devriez, alors vous comprenez ce qu'Antoine ressent, parce que certaines promesses ne meurent pas. Certaines voyagent à travers les siècles, attendant d'être tenues. Et Antoine est sur le point de découvrir que 275 ans de séparation peuvent se terminer en quelques secondes. Il suffit d'un contact, un mot, un regard, et deux âmes se reconnaîtront. Antoine décide de revenir au bureau le soir, d'attendre que Léa soit en train de travailler, de la rencontrer naturellement, de commencer une conversation, de voir sa réaction. À 22h30, il est de nouveau au 23e étage, révisant des contrats qu'il a déjà relus 3 fois, juste en train d'attendre. À 23h15, il entend le bruit d'un chariot de nettoyage dans le couloir. Son cœur s'emballe. Ce sont ses pas. Il les reconnaît. Comment il les reconnaît? Il ne sait pas, mais il les reconnaît. Léa entre dans le bureau. Elle voit la lumière allumée. Elle voit un homme assis à une table. Antoine Dubois, le PDG. Le même qui hier l'a regardée comme si elle était un fantôme. Elle se fige. « Excusez-moi, monsieur. Je ne savais pas que vous étiez ici. Je reviendrai plus tard. » Antoine se lève. Voix calme. Sourire doux. « Ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, continuez votre travail. Je ne vais pas vous déranger. Je suis juste en train de finir quelques documents. » Léa hésite. Mais il est le patron. Elle obéit. Elle commence à vider les poubelles. Nettoyer une table d'appoint. Balayer. Le tout en silence. Mais elle sent ses yeux, en train d'observer. Pas d'une manière effrayante, mais curieuse. Comme s'il était en train d'étudier. En train d'essayer de se souvenir de quelque chose. Après 5 minutes, Antoine parle. « Excusez-moi pour la frayeur d'hier. Dans l'ascenseur, j'étais fatigué, très fatigué. Je ne voulais pas vous effrayer. » Léa se détend un peu. « Ce n'est rien, monsieur. Je comprends. Travailler tard est vraiment fatigant. » Antoine sourit. « Vous pouvez m'appeler Antoine. Monsieur me fait me sentir vieux. » Léa sourit en retour. Petit sourire timide. « D'accord. » Antoine. Quand elle prononce son nom, quelque chose se produit. Les deux le ressentent. Un courant électrique subtil. Un frisson. Comme si ce nom, dit par cette voix, avait été prononcé des milliers de fois auparavant, à une autre époque, un autre lieu. Léa secoue la tête, confuse par cette sensation. Antoine dissimule, mais il le ressent aussi. C'est elle. Il en est sûr maintenant. C'est elle. « Quel est votre nom ?» demande-t-il, même s'il connaît déjà la réponse. « Léa. Léa Moreau. Léa. » Il répète, savourant le nom. C'est un beau nom. Italien. Elle rit. Ma grand-mère était italienne, de Florence. Elle est venue ici dans les années 60. Antoine manque de laisser tomber son stylo. Florence. Elle a dit Florence. La même ville. Le même endroit où Hélène de Valois est morte. Les pièces du puzzle s'assemblent. Coïncidence ou destin? Florence est magnifique, commente-t-il, en essayant de garder une voix neutre. Vous avez déjà visité? Elle secoue la tête. Non, je ne suis jamais sorti de ce pays, mais j'en ai toujours eu envie. Ma grand-mère racontait des histoires sur les cathédrales, les ponts, les ateliers de verre. J'ai toujours rêvé de connaître. Atelier de verre. Elle a dit atelier de verre. Antoine sent un nœud dans sa gorge. Comment connaît-elle les ateliers de verre de Florence? Il doit y aller doucement. Il ne peut pas tout révéler maintenant. Ça va l'effrayer. La conversation continue. Superficielle. Sur le travail, sur la ville, sur le climat. Mais il y a une couche en dessous. Quelque chose de non dit. Tension. Attraction. Une reconnaissance qu'aucun des deux ne comprend complètement. Après 20 minutes, Léa termine le nettoyage. Je dois y aller. D'autres étages à nettoyer. Bonne nuit, Antoine. Bonne nuit, Léa. Quand elle part, Antoine réalise que pour la première fois en 3 mois, il n'a pas peur de dormir.
Parce que maintenant il sait, elle est réelle, elle est vivante. Et contrairement à il y a 275 ans, cette fois il a une chance de la sauver. Cette fois ils ont une chance d'être ensemble. Mais avant, il doit découvrir si elle ressent la même chose, si elle aussi a des rêves, si elle aussi se souvient, même si c'est juste au fond de son âme. Pendant ce temps, dans le bus sur le chemin du retour, Léa regarde par la fenêtre. Elle n'arrive pas à se sortir Antoine de la tête. Il y a quelque chose en lui, quelque chose de familier, comme si elle le connaissait depuis des années, des décennies, des siècles. Elle secoue la tête. Elle est trop fatiguée. Elle imagine des choses. Mais quand elle arrive à la maison, quand elle se couche sur son lit étroit, quand elle ferme les yeux, elle rêve. Pour la première fois de sa vie, elle rêve de Florence, avec des rues pavées, avec un atelier de verre, avec un homme de 28 ans, main calleuse, sourire doux, disant « Léa, un jour nous allons nous enfuir d'ici, Venise, toi et moi, pour toujours. » Et elle se réveille à 3h33 du matin, en pleurant, sans savoir pourquoi. Pendant la semaine suivante, Antoine essaie de se convaincre qu'il exagère, que les coïncidences arrivent, que le cerveau humain recherche des schémas là où il n'y en a pas. C'est un homme rationnel, PDG à succès. Il ne croit pas à la réincarnation, aux vies passées, aux âmes sœurs traversant les siècles. Mais alors, le soir, quand il voit Léa nettoyer les étages, quand il entend sa voix, quand elle sourit, tout s'effondre. Parce qu'il sait, au fond de son âme, il sait, c'est elle. Ça a toujours été elle. Léa est également confuse. Les rêves ont continué. Toutes les nuits, Florence, tremblement de terre, décombres, un homme la cherchant, criant son nom, et elle se réveille toujours à 3h33 du matin, exactement à la même heure. Elle a fait des recherches sur Internet. Tremblement de terre de Florence, 18 février 1751. C'est vraiment arrivé. À 3h33 de l'après-midi. Comment savait-elle cela? Pourquoi rêve-t-elle de ça? Elle n'a jamais étudié l'histoire italienne, n'a jamais lu sur les tremblements de terre des années 1700. Comment son esprit a-t-il créé des détails aussi spécifiques? Vendredi, une semaine après la première rencontre. Antoine travaille tard de nouveau. Ce n'est pas une coïncidence. Il l'attend. 23 heures. Léa entre dans le bureau. Il se lève. Bonsoir. Comment s'est passée votre semaine? Conversation banale. Mais il y a de la tension, une attraction non dite. Elle répond. C'était bien, fatigant, mais bien. Et vous? Il dit. Productive, mais étrange. J'ai eu des rêves bizarres. Léa se fige. Des rêves? Quel genre de rêve? Antoine hésite. Il décide de prendre un risque. Des rêves avec Florence, l'Italie. Ça, il y a longtemps. Un tremblement de terre. C'est étrange parce que je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais étudié cette période. Mais les rêves sont tellement vivaces. Léa sent un frisson. Florence? Un tremblement de terre? Moi aussi. Elle murmure. Moi aussi, j'en ai rêvé. Toutes les nuits cette semaine. Je me réveille à 3h33 du matin, toujours à la même heure. Antoine sent le sol se dérober sous ses pieds. Toi aussi? 3h33? Léa acquiesce, les yeux écarquillés. Comment est-ce possible? Ils restent à se regarder. Un silence, lourd, plein de questions, plein de peur, plein de reconnaissance. Antoine fait un pas en avant. Léa, est-ce que je peux te poser une question? Bizarre? Elle acquiesce. As-tu déjà eu l'impression de me connaître? Avant cette semaine? Comme si nous nous étions déjà rencontrés? Léa sent les larmes monter, sans savoir pourquoi. Oui, depuis que je t'ai vu pour la première fois dans l'ascenseur. J'ai senti comme si j'attendais de te rencontrer depuis longtemps. Beaucoup plus longtemps que 28 ans. Antoine prend une profonde inspiration. Léa, je dois te montrer quelque chose. Te raconter quelque chose. Ça va paraître fou, mais je dois.
Il raconte tout. Les cauchemars qui ont commencé il y a 3 mois. L'insomnie, le psychiatre, l'hypnose, l'histoire qu'il a racontée sous transe. Antoine Dubois, maître verrier de Florence. Hélène de Valois, comtesse. Amour interdit. Tremblement de terre. Mort. Promesse. Je te retrouverai dans chaque vie. Léa écoute en silence, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes. Quand il termine, elle devrait rire. Elle devrait trouver ça absurde. Mais elle ne rit pas, parce que ça a du sens. Ça explique tout. Les rêves, la connexion, la sensation de regret de quelqu'un qu'elle n'a jamais connu. Elle murmure, « Tu crois que nous sommes eux, des réincarnations ?» Antoine répond, « Je ne sais pas. Une partie de moi dit que c'est de la folie, mais une autre partie, la partie qui te voit et sent qu'elle est enfin rentrée à la maison, y croit, totalement. » Léa essuie ses larmes. « Je dois y aller. J'ai besoin de réfléchir. C'est beaucoup d'informations. » Antoine comprend. « S'il te plaît, n'aie pas peur de moi. Je ne veux pas te faire peur. Je voulais juste que tu saches la vérité. » Léa acquiesce. Elle s'enfuit. Mais avant d'entrer dans l'ascenseur, elle se retourne. « Antoine ?» Il regarde. « Dans mes rêves, il y a un homme qui me cherche dans les décombres, qui crie mon nom. Doudou. C'est toi. Je sais que c'est toi. » Les portes de l'ascenseur se ferment. Antoine reste seul. Doudou. Elle a dit Doudou, le surnom. Le même que la comtesse utilisait en 1750. Comment le sait-elle? Elle n'a jamais entendu l'enregistrement de l'hypnose. Il ne l'a jamais mentionné. Comment le sait-elle? Le lendemain, samedi, Antoine a une autre séance avec le docteur Lambert. Le psychiatre apporte des nouvelles. « J'ai fait des recherches sur tout ce que vous avez mentionné sous hypnose. La Via dei Servi existe bel et bien à Florence. Il y avait des ateliers de verriers là-bas en 1700. La cathédrale était encore en construction à cette époque. Vous aviez raison. Et il y a plus. J'ai trouvé des registres du tremblement de terre. 18 février 1751, 3h33 de l'après-midi. Magnitude 5.9. Des centaines de morts. Parmi eux, il montre un papier imprimé, une copie d'un document historique numérisé. Hélène de Valois, comtesse, 24 ans. Et Antoine Dubois, artisan, maître verrier, 28 ans. Antoine prend le papier avec les mains, tremblantes. Tout est là, noir sur blanc. Document de 1751. Leur nom. Côte à côte sur la liste des victimes. Le docteur Lambert continue. Il y a plus. Il y a une note à la fin. Elle dit que la comtesse a laissé une instruction écrite. Elle a demandé à être enterrée avec Antoine Dubois, parce qu'elle l'aimait, et qu'elle voulait être à ses côtés dans la mort. Ils ont été inhumés ensemble dans la crypte de Santa Maria del Fiore, 3e tombe sur le côté gauche. Exactement où vous l'avez dit sous hypnose. Antoine n'arrive plus à respirer. C'est réel. Tout est réel. Ce n'était pas l'invention d'un esprit fatigué. Ce n'était pas un fantasme. C'était un souvenir d'une autre vie, d'il y a 275 ans. Le docteur Lambert dit « Antoine, d'un point de vue scientifique, je ne peux pas expliquer ça. La réincarnation n'est pas reconnue par la psychiatrie traditionnelle, mais je ne peux pas non plus nier les preuves. Vous avez décrit des détails historiques précis que vous n'aviez aucun moyen de connaître. Et maintenant, vous me dites que vous avez trouvé une femme avec le même nom, qui a aussi des rêves, qui se réveille à la même heure. 3h33 du matin, l'heure exacte du tremblement de terre. Sauf que c'est le matin au lieu de l'après-midi. Il se passe quelque chose ici qui dépasse ma compréhension. Qu'est-ce que je fais? Demande Antoine. Comment je vis avec ça? Comment je me réveille chaque matin en sachant que dans une autre vie, j'ai perdu la femme que j'aimais? Le docteur Lambert répond, vous faites ce qu'elle a demandé. Vous la retrouvez. Vous honorez votre promesse. Cette fois, vous avez une chance. Contrairement à 1751, il n'y a pas de tremblement de terre. Il n'y a pas de décombres. Vous êtes vivants, ensemble,
dans la même ville, dans le même immeuble. Ne laissez pas la peur ou la logique vous en empêcher. Si c'est réel et toutes les preuves pointent dans cette direction, alors vous avez une mission. Terminez ce qui a commencé il y a 275 ans. Antoine sort du cabinet décidé. Il va retrouver Léa. Il va lui parler. Il va lui montrer les documents. Il va la faire. Croire. Parce que s'il existe un destin, s'il existe une promesse qui traverse les vies, alors il ne peut pas la gâcher. Pas cette fois. Que feriez-vous si vous découvriez que dans une autre vie, vous avez aimé quelqu'un, que vous êtes mort pour cette personne, que vous avez fait la promesse de vous retrouver. Et ensuite, des siècles plus tard, vous voyez cette personne devant vous, réelle, vivante, avec un autre nom mais la même âme. Auriez-vous le courage de prendre le risque, de croire à l'impossible? Antoine est sur le point de découvrir si le courage suffit. Parce qu'aimer à travers le temps, c'est une chose. Prouver que cet amour est réel, c'en est une autre, complètement différente. Lundi. Antoine attend à l'entrée de l'immeuble. 6 heures du matin. L'heure à laquelle Léa termine son service. Quand elle sort, fatiguée, l'uniforme froissé, les cheveux en bataille, il est là. Léa, j'ai besoin de te parler, moi, s'il te plaît. 5 minutes. Elle regarde autour d'elle. D'autres employés passent. Elle ne veut pas faire de scène. Très bien. 5 minutes. Il marche jusqu'à un café à proximité, ouvert 24 heures sur 24. Il s'assoit dans une banquette au fond. Antoine sort une enveloppe de sa serviette. À l'intérieur, des copies des documents, le registre du tremblement de terre, la liste des victimes, les notes sur la demande d'enterrement. Il les étale sur la table. Léa regarde, lit. Ses yeux s'écarquillent à chaque ligne. Quand elle termine, elle tremble. C'est réel? Ces documents sont réels? Antoine acquiesce. Le docteur Lambert a vérifié. Archives historiques numérisées. Musée de Florence. Tout est authentifié. Nous sommes là, Léa. Toi et moi. Il y a 275 ans. Léa prend le papier où il est écrit. Enterrés ensemble à sa demande, car elle l'aimait. Les larmes, coulant. Comment est-ce possible? Réincarnation? Âme sœur? Ça n'a aucun sens. Antoine prend sa main. Quand leurs doigts se touchent, ils ressentent tous les deux un choc électrique, une chaleur, une reconnaissance profonde. Comme si ce contact s'était produit des millions de fois, dans des millions de vies. Léa ne retire pas sa main. Elle regarde Antoine, murmure « Dans mes rêves, tu meurs. 3 jours après ma mort, de chagrin, parce qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. C'est vrai? C'est CE qui s'est passé? » Antoine, la voix brisée. « Oui, j'étais à tes côtés. 3 jours, sans manger, sans dormir. Juste à tenir ta main. Et puis, mon cœur s'est arrêté. Je ne voulais pas vivre sans toi. » Léa pleure à chaudes larmes maintenant. Et tu crois que ça se répète? Qu'on est piégé dans un cycle? Qu'on va se retrouver? Et se perdre encore? Antoine serre sa main. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Cette fois, il n'y a pas de tremblement de terre, pas de décombres, pas de mort pour nous séparer. Cette fois, nous avons le choix. Et je choisis de te retrouver. Je choisis d'y croire. Je choisis de prendre le risque. Même si ça semble de la folie. Léa regarde les documents. L'homme en face d'elle, leurs mains entrelacées. Elle sent la vérité, au plus profond de son âme. Elle sait. Elle a toujours su. Depuis qu'elle l'a vu dans l'ascenseur, ce n'est pas leur première vie, pas leur première rencontre. C'est un recommencement, une seconde chance, peut-être une dernière chance. Et elle ne peut pas la gâcher. Très bien, j'y crois. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'y crois. Nous sommes eux. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, nous nous sommes retrouvés. Antoine sourit. Son premier sourire véritable depuis des mois. Léa, puis-je te revoir?
pas comme chef et employé, mais comme deux personnes qui essaient de comprendre quelque chose d'impossible ensemble. Elle hoche la tête. Oui, tu vois, j'aimerais ça. Ils se donnent rendez-vous mercredi. Son jour de congé. Un dîner. Un endroit simple. Sans pression. Juste une conversation. Une découverte. Quand ils se quittent sur le trottoir, Antoine fait quelque chose d'impulsif. Il embrasse son front, doucement, chastement. Mais ce moment touche quelque chose de profond. Léa ferme les yeux. Elle ressent un déjà-vu si fort qu'elle manque de s'évanouir. C'est déjà arrivé. Exactement comme ça, lui embrassant son front, sous les étoiles. Une nuit d'été, à Florence, avant le tremblement de terre, avant la tragédie. Quand il croyait encore que l'amour était suffisant pour vaincre le monde, elle ouvre les yeux. Regarde Antoine et murmure en italien, une langue qu'elle n'a jamais apprise consciemment. Ti ho sempre amato. Je t'ai toujours aimé. Toujours. Antoine se fige. Elle a parlé en italien. Un italien parfait. Un dialecte toscan ancien. Comment sait-elle ça? Léa réalise ce qu'elle a dit. Couvre sa bouche de sa main. Je ne connais pas l'italien. Comment j'ai dit ça? Comment ai-je su? Antoine la prend dans ses bras. Parce qu'une partie de toi se souvient. Une partie de toi n'a jamais oublié. Tout comme moi. Ils restent enlacés au milieu du trottoir, à 6h30 du matin, pendant que la ville se réveille. Deux âmes qui se sont perdues, il y a des siècles, se retrouvant enfin et se promettant, silencieusement, que cette fois, ils ne laisseront rien les séparer, ni classe sociale, ni scepticisme, ni peur. Parce qu'un amour qui survit 275 ans n'est pas un amour ordinaire, c'est le destin, c'est une promesse, c'est une âme reconnaissant une âme. Enfin, à la maison, parfois, l'impossible se produit juste devant vous, et vous avez le choix. Vous pouvez fuir, crier à la folie, ou vous pouvez accepter, embrasser, croire que certaines connexions vont au-delà de la logique, au-delà de la science, au-delà de la mort. Antoine et Léa ont choisi d'y croire. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Mercredi soir, Antoine vient chercher Léa à son appartement. Petit, modeste, un quartier simple, un contraste frappant avec son penthouse de luxe. Mais ça n'a aucune importance. Rien de tout cela n'importe quand deux âmes se reconnaissent. Ils vont dans un petit restaurant italien, ironiquement, spécialisé dans la cuisine toscane. Elle est nerveuse. Elle n'est jamais sortie avec un homme comme lui, riche, puissant, d'un autre monde. Mais quand ils s'assoient et commencent à parler, la nervosité disparaît. Parce qu'ils ne se ressemblent pas à des étrangers. Ils ressemblent à de vieux amis, d'anciens amants, se retrouvant après une longue séparation, pendant le dîner. Ils parlent de leur vie actuelle. Elle raconte son fils de 5 ans, Michel. Le père a disparu quand il a découvert sa grossesse. Elle travaille 2 emplois pour le faire vivre. C'est dur, épuisant. Mais ça vaut chaque seconde. Antoine parle de sa vie, son succès financier qui ne lui a pas apporté le bonheur, des relations superficielles, la sensation constante qu'il manque quelque chose. Quelqu'un. Maintenant. Il sait qui. Le dessert arrive. Un tiramisu. Quand ils y goûtent, quelque chose d'étrange se produit. Léa ferme les yeux. Le goût déclenche un souvenir. Pas de cette vie. D'une autre. Elle voit. Un flash rapide. Une cuisine ancienne. Un fourneau à bois. Une femme préparant un dessert. Elle-même. Plus jeune. Vêtue d'une robe d'époque. Les cheveux attachés en un chignon élaboré. Riant. Attendant quelqu'un. Lui, Antoine. Un artisan pauvre qui vient lui rendre visite le soir. Elle a préparé un dessert spécial. Une surprise. Quand il y goûte, ses yeux s'illuminent. C'est parfait. Comtesse. Comme vous, elle cligne des yeux. La vision disparaît. Elle est de retour au restaurant,
Antoine la regarde. « Tu as vu aussi » murmure-t-il. Elle hoche la tête. « J'ai vu, nous, dans une cuisine ancienne. Tu as goûté quelque chose que j'ai fait. Tu l'as appelé parfait. » Antoine prend une profonde inspiration. Il se passe de plus en plus de choses. Les souvenirs reviennent. Pour tous les deux. Le docteur Lambert l'avait prévenu. Quand deux âmes se retrouvent, les souvenirs peuvent ressurgir. Surtout si la connexion était forte. Et leur connexion, il y a 275 ans, était plus forte que la mort. Après le dîner, ils se promènent dans le parc. Une nuit chaude, pleine lune, les étoiles visibles malgré la pollution lumineuse. Léa s'arrête près d'une fontaine, regarde l'eau. Antoine s'approche. Elle tremble. « Ça va ?» Elle secoue la tête. « J'ai peur. Peur que ce soit un rêve. Peur de me réveiller et de découvrir que tu n'es pas réel. » Antoine prend sa main, ressent une chaleur familière. « Je suis réel, c'est réel. Regarde-moi. » Elle se tourne, les yeux dans les yeux. Quelque chose change. L'air devient lourd, chargé, comme avant une tempête. Aucun des deux ne cligne des yeux. Ils se regardent, juste. Et alors, ça arrive. Une vision. Pas un flash rapide. Une vision complète. Partagée. Les deux voient en même temps. Chez Florence, 1750, la nuit. Elle descend les escaliers de pierre de la demeure. Une cape sombre cachant une riche robe, traverse les rues étroites, frappe 3 fois à une porte en bois. Il ouvre. Un visage illuminé par la lumière des bougies. Un large sourire. Elle entre. Un atelier rempli de verres colorés, des reflets de lumière dansant sur les murs. Il l'embrasse, doucement, puis passionnément. Des promesses murmurées. Un jour, ma comtesse, nous serons libres. Venise, loin d'ici, juste nous deux. Elle sourit contre ses lèvres. Tu promets, il promet, sur ma vie. La scène change. Tremblement de terre. Le sol tremble, les murs se fissurent. Des cris, le chaos. Lui courant dans les rues, hurlant son nom. Léa, Léa. Il trouve la demeure en ruine, pénètre dans les décombres, du bois tombé, des pierres brisées, du sang, tant de sang. Et puis il la voit, son corps, sous une poutre, les yeux ouverts, encore vivante. Juste, il tombe à genoux, prend sa main, essaie de soulever la poutre, n'y parvient pas. Elle est trop lourde. Elle murmure. Anto, tu es venu. Je viendrai toujours. Dans chaque vie. Je promets. Je te retrouverai. Peu importe qui tu es. Ses lèvres deviennent bleues. Sa respiration s'arrête. Ses yeux se ferment. Il crie. Non. Léa. Là, il ne me quitte pas. Il reste avec son corps. 3 jours. Sans manger, sans boire, juste à pleurer. Le 4e jour, son cœur s'arrête. Il meurt à ses côtés, unis dans la mort. La vision se termine. Antoine et Léa sont par terre, agenouillés, près de la fontaine. Pleurent, leurs mains entrelacées si fort que leurs os leur font mal. Ils ne savent pas combien de temps s'est écoulé. Des minutes, des heures. Quand ils se regardent enfin à nouveau, ils savent. Il n'y a plus de doute, plus de scepticisme. Ils ont vu, ils ont senti, ils ont revécu. 275 ans disparaissent, comme si c'était hier. La douleur, l'amour, la promesse. Léa murmure, la voix brisée. Tu es resté avec moi. 3 jours, jusqu'à ma mort. Parce que tu m'aimais tellement que tu n'as pas pu continuer sans moi. Antoine, les larmes coulant librement. Et tu as promis, avec tes dernières paroles, tu as dit que tu me retrouverais. Et tu m'as retrouvé. Tu es là, vivante, réelle. Ils s'étreignent, là, au milieu du parc des buttes Chaumont. 2 passants les regardent, étranges. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre.
que cette étreinte porte 275 ans de nostalgie, que ces larmes sont de perte et de retrouvailles, que ces âmes, enfin, sont à nouveau complètes. Quand ils se séparent, Léa remarque quelque chose. Elle fredonne, une mélodie qu'elle ne connaît pas. Où connaît-elle? Elle s'arrête, regarde Antoine. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je chante ça? Antoine reconnaît la mélodie. Il se fige. Léa, cette chanson. Chante-la encore, plus fort. Elle chante. Les mots affluent sans effort, en italien. Un dialecte qu'elle ne devrait pas connaître. Dormi, dormi, belle bambin. Dors, dors, beau bébé. Une berceuse italienne ancienne, du XVIIIe siècle. Un accent toscan parfait. Une prononciation qu'il faudrait des années pour apprendre. Mais elle n'a jamais étudié, jamais entendu. Comment le sait-elle? Antoine est pâle. Léa, cette chanson. Dans mon rêve, tu me la chantais, dans l'atelier. Après que nous ayons fait l'amour, tu disais que ta mère te la chantait quand tu étais enfant. C'est une berceuse toscane, du XVIIIe siècle. Comment le sais-tu? Léa couvre sa bouche. Je ne sais pas. C'est juste sorti. Comme si je l'avais toujours su. Comme si une partie de moi se souvenait. Elle chante à nouveau. Cette fois, des larmes coulent. Parce qu'elle se souvient. Pas consciemment. Mais son âme se souvient. Des nuits dans l'atelier. Des vers colorés. Des promesses murmurées. D'un amour qui a défié les classes sociales. Et d'une fin tragique qui n'aurait jamais dû arriver. Ils retournent à la voiture d'Antoine en silence. En train de digérer. Quand ils arrivent à son studio, il se gare. La regarde. Léa, je sais que c'est tôt. Je sais que nous venons de nous rencontrer, dans cette vie. Mais je dois le dire, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Pendant 275 ans. Et je continuerai à t'aimer, quoi qu'il arrive. Léa sourit. Larmes et joie mêlées. Moi aussi. Depuis que je t'ai vu dans l'ascenseur. Depuis avant. Depuis toujours. Je t'aime, Antoine. Mon artisan. Mon amour de toutes les vies. Ils s'embrassent. Premier baiser de cette vie. Mais millième baiser à travers le temps. Et quand leurs lèvres se touchent, ils sentent la plénitude, l'appartenance. Comme si la pièce manquante s'emboîtait enfin. Comme si le vide qu'ils ont porté pendant 275 ans se remplissait enfin. Les jours suivants sont intenses. Antoine et Léa passent tout leur temps libre ensemble, à se redécouvrir. Elle lui présente Théo. Le garçon de 5 ans adore Antoine instantanément. L'appelle Tonton Antoine. Antoine lui apprend à construire avec des blocs. Joue à cache-cache. Sent quelque chose qu'il n'a jamais senti. L'envie d'être père, d'avoir une famille. Avec elle, avec Léa. La femme qu'il a aimée il y a 3 vies. Ou 10. Ou 100. Qui sait combien de fois leurs âmes se sont croisées à travers l'histoire. Mais tout n'est pas parfait. Il y a des difficultés. La différence de classe crée des tensions. Les amis d'Antoine ne comprennent pas. Pourquoi le PDG milliardaire du groupe immobilier Duval sort avec une femme de ménage? Léa sent les regards accusateurs. Quand elle va dîner dans un restaurant chic avec Antoine, les serveurs la traitent avec dédain, jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle est avec lui. Alors il simule le respect. Mais elle le sent. La fausseté, les préjugés, une partie d'elle veut abandonner, retourner dans son monde, là où elle appartient. Mais elle se souvient alors. En 1750, la situation était inversée. Elle était noble, il était pauvre. Et ils se sont aimés quand même. Leur amour a transcendé la classe sociale alors. Il peut transcender maintenant aussi. Antoine subit également des pressions. Le conseil d'administration remet en question son jugement. Il est distrait, arrive en retard, part tôt. La productivité baisse. Les investisseurs sont inquiets, mais il s'en fiche. Pour la première fois de sa vie, il y a quelque chose de plus important que l'argent, plus important que le pouvoir, plus important que le succès. Il y a l'amour, il y a l'âme sœur. Il y a une promesse de 275 ans qui est enfin tenue. Un soir, 3 semaines après leur première rencontre, Antoine emmène Léa dans un endroit spécial. Une galerie d'art, une exposition temporaire.
Châles art italien du XVIIIe siècle, importé de Florence. Quand ils entrent, Léa s'arrête devant un tableau spécifique. Une grande peinture, représentant une rue de Florence, la Via dei Servi, un atelier de verre. Année 1749, 2 ans avant le tremblement de terre. Il y a une silhouette à la porte, un jeune homme, les mains calleuses, tenant une pièce de verre bleu, regardant quelqu'un à l'extérieur de la peinture, attendant. Léa s'étrangle. Antoine, regarde, c'est toi, l'homme sur la peinture. C'est toi, en 1749. Antoine s'approche, lit la plaque descriptive. Via dei Servi, Florence, 1749. Artiste inconnu, atelier de verrier. Il regarde la silhouette. Son cœur s'emballe. C'est impossible. Mais le visage, la posture, même la petite cicatrice sur sa main gauche, la même qu'il a, depuis sa naissance, une marque de brûlure. Sur la peinture, l'homme a une cicatrice identique, au même endroit, comme s'il s'était brûlé en travaillant avec du verre fondu. Il cherche le conservateur de l'exposition, se renseigne sur la peinture. Le conservateur explique. Elle vient d'une collection privée, une famille italienne, descendant de la noblesse de Florence. Il y a une documentation, une liste des personnes représentées. Il montre un catalogue. Antoine le feuillette. S'arrête à une page. Une photocopie d'un document ancien, une liste des peintures de la collection. Une entrée dit « Portrait de Riccardo Vetrari, verrier de la Via dei Servi, peint sur commande de la comtesse Hélène de Valois, 1749. » Léa lit par-dessus son épaule. « J'ai commandé cette peinture, de toi, 2 ans avant le tremblement de terre, parce que je voulais avoir quelque chose de toi, au cas où quelque chose arriverait, au cas où il nous séparerait. Je voulais me souvenir de ton visage, pour toujours. » Les larmes coulent. Antoine la serre dans ses bras. Ils sont debout devant un portrait de 1749. Une preuve physique, irréfutable, que leur amour a existé, qu'ils étaient réels, que la promesse a été faite. Et maintenant, 275 ans plus tard, elle est en train d'être tenue. Si vous n'avez pas eu la chair de poule jusqu'à présent, vérifiez votre pouls, parce que cette histoire ne devrait pas être possible. 2 personnes se rencontrant par hasard, découvrant que dans une autre vie, ils étaient amants, qu'ils sont morts ensemble, qu'ils ont promis de se retrouver. Et ensuite, ils trouvent une peinture, un document historique, la preuve que tout était réel. Si cela ne vous émeut pas, rien ne le fera. Ce soir-là, après la galerie, Antoine et Léa vont à son studio. Théodore chez la voisine. Ils ont de l'intimité. Ils s'assoient sur le petit canapé, boivent du vin bon marché. Mais le goût n'a pas d'importance. La compagnie importe. Un silence confortable, jusqu'à ce que Léa parle. « Antoine, je dois te dire quelque chose. J'ai peur. »« De quoi ?» demande-t-il. « De te perdre, encore une fois, dans mes rêves. Ce n'est pas seulement le passé. Parfois, je rêve de l'avenir, de quelque chose de mauvais qui arrive, de toi qui me cherches et ne me trouves pas, avec une fin tragique, encore une fois, comme si le destin essayait de nous séparer, comme en 1751. Antoine prend le visage de Léa entre ses mains. Il la regarde dans les yeux. Il écoute. Cette fois, c'est différent. Il n'y a pas de tremblement de terre. Il n'y a pas de noblesse qui nous empêche. Nous sommes vivants, ensemble, libres de choisir. Et je te choisis. Je te choisirai toujours, dans chaque vie, à chaque instant. Rien ne nous séparera, je te le promets. Léa veut croire, mais la peur persiste, parce qu'elle sait, au fond de son âme, que certaines promesses sont mises à l'épreuve, que le destin parfois demande un prix, que l'amour à travers le temps ne vient pas sans défi, et le plus grand défi reste à venir. Mais à ce moment-là, cette nuit-là, dans ses bras, elle choisit de croire, choisit de faire confiance, choisit d'aimer, même avec peur, même avec incertitude. Parce qu'un amour qui survit 275 ans vaut tous les risques.
Ils font l'amour pour la première fois de cette vie, mais la 100e fois à travers les vies. Et quand leurs corps s'unissent, leurs âmes se reconnaissent complètement. Les souvenirs explosent. Pas seulement de 1750, mais d'autres vies, d'autres époques, toujours se rencontrant, toujours s'aimant, toujours séparés par la tragédie, mais toujours promettant de revenir, et toujours tenant leurs promesses, vie après vie, siècle après siècle, jusqu'à celle-ci, jusqu'à maintenant, jusqu'à enfin avoir la chance de rester ensemble, sans mort, sans séparation, seulement l'amour, l'amour éternel, l'amour qui transcende le temps, l'amour qui est le destin. Un mois après leur première rencontre, Antoine et Léa sont plus connectés que jamais. Il réduit ses heures de travail, passe plus de temps avec elle et Miguel. Ils construisent leur vie ensemble, lentement, mais sûrement. Mais alors, les rêves changent. Ce n'est plus le passé, c'est le futur, une prémonition. Antoine se réveille à 3h33 du matin, en sueur, en pleurs. Mais cette fois, ce n'est pas Florence. C'est une ville moderne. La nuit, une rue sombre. Léa marche seule. Deux hommes s'approchent. Des couteaux. Elle crie. Antoine court, mais n'arrive pas à temps. Elle tombe. Du sang sur le trottoir. Ses yeux se ferment. Et il se réveille, en criant son nom. Léa, Léa. Cela se produit 3 nuits de suite. Le même rêve, la même scène, finissant toujours avec elle au sol, finissant toujours avec lui arrivant trop tard. Le 4e jour, il appelle Léa. « J'ai besoin de te voir. Maintenant, s'il te plaît. » Elle sent l'urgence dans sa voix. « D'accord, je quitte le travail. On se retrouve ?» Ils se rencontrent au Café Noir. Antoine raconte ses rêves. « Léa, promets-moi une chose. Ne marche pas seule la nuit. Prends toujours un taxi. Ou appelle-moi. Je viendrai te chercher. Toujours. » Elle voit une peur réelle dans ses yeux. « D'accord, je promets. Mais Antoine, ce ne sont que des rêves. Ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas une prémonition. Il veut croire, mais il sent, au fond de lui, que le destin n'en a pas terminé avec eux, qu'il y a un test final, un ultime défi, et il doit être prêt pendant ce temps. Le docteur Lambert continue ses recherches. Il est devenu obsédé par l'affaire. 2 patients avec des souvenirs partagés d'une vie passée, des preuves historiques confirmant tout. C'est un cas scientifique, un article pour une revue médicale. Mais plus que ça, c'est un mystère qui défie tout ce qu'il croyait sur la conscience, l'esprit, l'âme. Il décide de chercher le dernier morceau de preuve. Voyage à Florence, va jusqu'à Santa Maria del Fiore, la crypte. 3e tombe sur la gauche, exactement où Antoine l'a dit sous hypnose. Là, elle est. Une pierre tombale ancienne, usée par le temps. Mais l'inscription encore lisible. Ici repose la comtesse Hélène de Valois, 24 ans, et Antoine Dubois, artisan, 28 ans, enterrés ensemble à sa demande, qu'ils soient unis dans chaque vie. Le docteur Lambert photographie, documente, et puis, il voit quelque chose qu'il n'attendait pas. À la base de la tombe, une petite boîte de verre, protégée. À l'intérieur, un collier, en verre bleu vénitien, encore intact après 275 ans. Le collier qu'Antoine a fabriqué pour Hélène. Le collier qu'elle portait quand elle est morte. Le collier mentionné dans les registres. Preuve finale, physique, irréfutable. Le docteur Lambert contacte Antoine. Envoie des photos. Antoine manque de s'évanouir quand il voit. Léa aussi. Ils regardent leur tombe. D'une autre vie, le collier qu'il a fait de ses propres mains, qu'elle portait quand elle est morte, qui a traversé les siècles, attendant, comme une promesse, comme un témoin, comme une preuve que leur amour était réel, est réel, sera toujours réel. Cette histoire ne devrait pas exister, du point de vue rationnel, logique, scientifique. C'est impossible. Mais elle existe, elle se déroule. 2 personnes se sont rencontrées, ont reconnu les âmes l'une de l'autre,
ont découvert un amour qui traverse les vies et ont trouvé des preuves, des documents, des peintures, une tombe, un collier. Tout est réel, tout est vérifiable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, sachez que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous êtes témoin d'un amour qui défie la mort, le temps, la logique. Et peut-être, juste peut-être, cela vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la vie, la mort et ce qui vient après. Vendredi, 3 semaines après la découverte de la tombe, Léa fait un tour supplémentaire au travail. Elle a besoin d'argent pour payer le matériel scolaire de Miguel. Elle termine à 2 heures du matin, plus tard que d'habitude. Quitte le bâtiment. La rue est sombre, vide. Elle sort son téléphone pour appeler un taxi. Batterie à plat. Elle a oublié de le charger. Que regarde autour? Une station de taxi à 3 pâtés de maison. Elle décide de marcher. Vite, la tête baissée. C'est une grande ville. La nuit, une femme seule. Elle connaît les risques. Mais ce ne sont que 3 pâtés de maison. Tout ira bien. 2 pâtés de maison plus loin. Elle entend des pas derrière elle. Accélère. Les pas accélèrent aussi. Son cœur bat à tout rompre. Ne se retourne pas. Continue simplement. Plus vite. Presque en courant. Tourne au coin. Une impasse. Erreur. A essayé un raccourci. Se retourne. 2 hommes bloquent à la sortie. Des couteaux à la main. Le sac. Maintenant. Elle le donne. Tremblante. D'accord. Prenez-le. Ah, surtout ne me faites pas de mal. J'ai un fils, s'il vous plaît. Mais ils ne partent pas. La regarde. Un sourire de prédateur. Peut-être que le sac ne suffit pas. Peut-être qu'ils veulent plus. Pendant ce temps, Antoine se réveille. 3h33 du matin. Exactement. Le rêve encore. Mais cette fois, plus vif. Plus réel. Il voit la rue. Reconnaît. 3 pâtés de maison du bâtiment. Voit Léa. Voit les hommes. Voit les couteaux. Et il sait. Ce n'est pas seulement un rêve. C'est maintenant. Cela se passe maintenant. Il saute du lit. Enfile un pantalon. Ne ferme même pas le bouton. Prend les clés de la voiture. Son téléphone portable. Appelle Léa en courant vers le garage. Ne répond pas. Appelle encore. Rien. Panique totale. Monte dans la voiture. Démarre à une vitesse dangereuse. Rue vide. Au milieu de la nuit. Feux rouges ignorés. Il doit arriver. Il doit arriver à temps. Il ne peut pas la perdre encore. Pas après 275 ans. Pas quand il l'a enfin retrouvée. Dans l'impasse, la situation empire. Un des hommes s'approche. Léa recule, dos au mur. Il n'y a pas d'issue. Elle ferme les yeux. Pense à Miguel, son fils qu'elle ne reverra plus jamais. À Antoine, l'amour qu'elle a enfin trouvé. Et va perdre. Encore. Le destin demande toujours un prix. Sépare toujours. A détruit toujours. Comme à Florence. Comme dans toutes les autres vies. Toujours une tragédie. Toujours une perte. Elle murmure. Antoine, pardonne-moi. J'ai essayé de rester. Mais le destin est plus fort. Alors, elle entend. Des pneus qui crissent. Une voiture qui freine brusquement, une portière qui claque, des pas qui courent, une voix qui hurle. « Hélène, où es-tu? Hélène !» Elle reconnaît cette voix. Impossible. Comment le savait-il? Comment est-il ici? Antoine, ici, dans la ruelle. Elle crie de toutes ses forces. Antoine débouche. Voit la scène. 2 hommes. Hélène acculée. Des couteaux. Exactement comme dans son rêve. Mais cette fois, il est là. Cette fois, il peut changer les choses. Il court. Il ne pense pas. Il agit. Il se place entre Hélène et les hommes, la protégeant de son propre corps. Sortez d'ici. Maintenant. Ou j'appelle la police. Les hommes hésitent. Regardent l'homme grand. Déterminé. Il décide que ça ne vaut pas le risque. Il s'enfuit, n'emportant que le sac. Antoine se retourne. Hélène tremble, pleure. Il la serre dans ses bras. Fort. Tu vas bien?
Ils t'ont fait mal? Elle secoue la tête. Ne peut pas parler. Pleure seulement. Il prend son visage entre ses mains, la regarde dans les yeux. Je te l'ai dit. Rien ne nous sépare, Rabon, je l'ai promis. Et Pakai, contrairement à 1751, 7 fois. Je suis arrivé à temps. 7 fois. Je t'ai sauvé. 7 fois. Nous avons changé le destin. Hélène finit par parler. Comment le savais-tu? Comment étais-tu ici? J'ai rêvé. Je me suis réveillé à 3h33. J'ai tout vu. Je savais que ça se passait. Je savais où tu étais. Je ne sais pas comment, mais je savais. Et je suis venu, en courant. Parce que te perdre une fois, c'était assez. Je ne permettrai pas que ça se reproduise. Plus jamais. Ils restent enlacés dans la ruelle, pendant que la ville dort, pendant que le destin recule. Parce que pour la première fois en 275 ans, la fin a changé. La tragédie a été évitée. La mort a été trompée. L'amour a vaincu. Non parce que c'était facile, mais parce qu'ils ont tous les deux choisi de se battre. Ils ont choisi de croire. Ils ont choisi que la promesse faite il y a des siècles serait finalement accomplie. Complètement. Sans perte, sans séparation. Juste de l'amour. Un amour qui traverse les vies. Un amour qui change le destin. Un amour qui est éternel. 6 mois plus tard, Antoine et Hélène sont en Toscane, en Italie, en lune de miel. Ils se sont mariés il y a une semaine. Cérémonie simple. Michel comme garçon d'honneur. Le docteur Lambert comme témoin. Peu d'amis, mais beaucoup d'amour. Maintenant, ils sont à Florence, la ville où tout a commencé. Il y a 275 ans. Ils visitent la Via dei Servi. La rue existe toujours. L'atelier de verre. Non. Maintenant, c'est un café. Mais la structure est la même. Des murs de pierre. Une porte en bois. Ils entrent. Commandent un café. S'assoient où l'atelier se trouvait, où ils travaillaient le verre, où elle venait le voir en cachette, où ils sont tombés amoureux, où ils ont fait la promesse de fuir à Venise. Une promesse jamais tenue, jusqu'à maintenant. Après le café, ils marchent jusqu'à Santa Maria del Fiore, la cathédrale, la crypte. 3e tombe sur le côté gauche, là. Ah, ils sont là. Hélène de Valois, Antoine Dubois, 275 ans à dormir côte à côte, à attendre. Hélène pose des fleurs, des roses blanches. Merci, murmure-t-elle, d'avoir attendu, d'avoir promis, d'avoir tenu. Merci de m'avoir retrouvé, dans chaque vie, toujours. Antoine s'agenouille, touche la pierre tombale, et murmure les mots qu'Hélène est morte en entendant il y a des siècles. Je t'ai retrouvé, et je ne te laisserai plus jamais partir. Je le promets, avec ma vie, avec mon âme, avec chaque respiration que j'ai. Tu es à moi, dans chaque vie, pour toujours. Ils sortent de la crypte, main dans la main. Le soleil brille, la ville vit. Contrairement à 1751, sans tremblement de terre, sans tragédie, sans mort. Juste la vie, l'amour, l'avenir, ensemble, finalement. Après avoir attendu 275 ans, après s'être perdus et retrouvés, après avoir lutté contre le destin et vaincu, ils ont une chance, la chance de vivre l'amour qu'ils ont toujours mérité. Un amour qui transcende le temps, un amour qui est le destin, un amour qui est éternel. Certaines connexions ne peuvent pas être expliquées. Vous regardez quelqu'un et vous sentez que vous le connaissez depuis beaucoup plus longtemps que vous ne devriez. Vous le touchez et vous ressentez un choc qui va au-delà de l'électrique. Vous l'aimez et vous sentez que vous l'avez déjà aimé avant. 1000 fois, dans 1000 vies. Et peut-être que oui. Peut-être que les âmes se rencontrent vraiment à travers les vies. Peut-être que les promesses survivent vraiment à la mort. Peut-être que l'amour est vraiment éternel. Antoine et Hélène ont découvert que c'est le cas. Et ça a tout changé. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils vivent à Florence. Antoine a ouvert un atelier de verre, petit, artisanal, appelé Hélène de Valois, un hommage au passé. Hélène a repris ses études,
L'histoire. Spécialisation à Florence au XVIIIe siècle. Travaille comme guide touristique. Raconte l'histoire d'amour entre une comtesse et un artisan. Une histoire que personne d'autre ne connaît, à part elle, parce qu'elle l'a vécue. Michel, maintenant âgé de 8 ans, apprend l'italien, joue dans les mêmes rues où l'arrière-grand-mère d'Hélène a grandi, où les âmes de ses parents se sont rencontrées pour la première fois. Un bébé est en route, une fille. Ils l'appelleront Francesca, un nom italien, une continuation de l'héritage. Chaque soir, avant de dormir, Antoine et Hélène se couchent, les mains entrelacées, et murmurent. Dans chaque vie, dans chaque vie, dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, je te retrouverai, je t'aimerai, je te choisirai, toujours. 275 ans séparés, mais une éternité ensemble devant eux. Parce que certaines promesses ne meurent jamais. Elles attendent seulement, patiemment, à travers les siècles, à travers les vies, jusqu'au bon moment, jusqu'aux bonnes personnes, jusqu'à ce que l'amour vainque enfin, comme il aurait toujours dû le faire. Et vous, avez-vous déjà regardé quelqu'un et ressenti une connexion que vous ne pouvez pas expliquer? Avez-vous déjà aimé quelqu'un que vous sentez connaître depuis plus longtemps que vous ne le connaissez? Avez-vous déjà promis quelque chose que vous savez, au fond de votre âme, que vous allez tenir, peu importe le temps que ça prendra, peu importe combien de vies? Parce que si oui, alors vous comprenez. Vous comprenez, Antoine et Hélène. Vous comprenez que l'amour véritable ne connaît pas de limites, ne connaît pas la mort, ne connaît pas le temps. Il ne connaît que la promesse et l'accomplissement. Vie après vie, jusqu'à ce qu'elle soit complète, jusqu'à ce qu'elle soit à la maison, jusqu'à enfin se reposer, sachant que cette fois, cette vie, il n'y aura pas de séparation, juste de l'amour, pour toujours. 3h33. Ce n'est plus l'heure du cauchemar, c'est l'heure de la gratitude. Chaque matin, quand l'horloge sonne 3h33, Antoine se réveille, pas en criant, pas en pleurant, mais en souriant. Il regarde Hélène dormir à côté de lui, touche son visage doucement, murmure « Merci » à l'univers, au destin, à la promesse tenue, et se rendort en paix, pour la première fois en 275 ans, finalement en paix.